Bonjour à tous, nous sommes au lycée Gaz de Balzac qui nous accueille cette fois-ci dans le foyer pour venir créer le débat, créer l'événement pour pouvoir échanger avec les lycéens autour de la question européenne. Donc j'ai avec moi autour de la table Lucas, Axel, Salim et Arthur. Merci pour avoir pris du temps pour venir discuter avec nous. Ça fait plaisir. Autour de nous, on a plein de vos collègues. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit, s'il vous plaît, pour vous entendre à la radio? C'est trop d'honneur. Merci à vous. Donc on est là pour parler un peu d'Europe. En quelques mots, on va faire un petit tour de table vite fait. Que représente pour vous l'Europe en un mot? Est-ce que vous avez une définition à donner comme ça? Pour vous, l'Europe, qu'est-ce que ça représente? C'est une union. Une union. Merci Salim pour l'union. C'est un plaisir. Merci. Moi, j'ai pas trop de mots. Non, Une alliance. une alliance, union, rassemblement, Exactement. Un groupe d'appartenance. une communauté. D'accord. Donc, communauté, c'est bien. Donc sur le rassemblement, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on en est là on est autour d'une table à vouloir parler d'Europe. Pourquoi est-ce que tous ces pays ont choisi de se réunir ensemble? Pour faire face à l'adversité, entre autres. Ah, ouais, Terrorisme. terrorisme. Pas vraiment, pas vraiment. Mais effectivement, on a essayé d'éviter la Troisième Guerre mondiale. En effet. Donc on a commencé par mettre en place des textes pour sécuriser un peu les accords entre la France et l'Allemagne pour limiter un peu les productions d'acier et charbon et se dire non à une Troisième Guerre mondiale. Donc là-dessus on est d'accord. Et là aujourd'hui on a commencé à quelques pays, puis d'autres pays ont commencé à rejoindre ce regroupement, cette union. Et aujourd'hui nous sommes 28. Donc 28 pays, avec dernièrement la Croatie qui est entrée dans ce regroupement de pays. Et nous sommes un peu plus de 500 millions de citoyens à partager un peu les mêmes lois. Les lois qui sont organisées par le Parlement européen. Le Parlement européen ont bien voté des lois. Et le 25 mai prochain vont être mises en place les élections européennes. Est-ce que vous en avez entendu parler un peu? Pas vraiment. Pas vraiment. Un petit peu. Légèrement. 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 Ça vous interpelle plus parce qu'on n'est pas majeur. Et vous n'êtes pas encore majeur. Mais aux prochaines élections, d'ici 5 ans, vous serez amené à aller voter. À votre avis, à quoi sert ce vote? C'est pour élire les députés qui siègent au Parlement européen. Très bien, c'est ça. Ils sont au nombre de 751. Oh, t'as eu merci. Absolument. Fayot. Oui. Et donc ces députés européens, à votre avis, qu'est-ce qu'ils sont amenés à faire au quotidien un peu pour les citoyens européens? Ils sont amenés à voter les lois qui vont permettre une meilleure cohésion entre les communautés qui sont à l'intérieur de l'Union européenne. Cohésion, super intéressant. La cohésion entre les pays. Parce qu'on a pu voir très souvent la cohésion est évidente. Et très souvent la cohésion qui est basée autour des échanges entre les pays. Quand on parle d'échanges entre les pays, ça vous fait penser à quoi? Surtout les échanges commerciaux. Oui, argent. Donc il y a la monnaie qui est maintenant commune à beaucoup de pays européens, même si certains refusent toujours. L'euro. Ah, l'euro, oui. Et pour vous, l'euro, est-ce que c'est quelque chose de positif pour les pays qui l'ont? Dans un cas, oui, parce que si tous les pays de l'Europe étaient amenés à vraiment s'unir, comme si le Royaume-Uni, par exemple, venait à prendre l'euro aussi, pourrait vraiment devenir la première puissance mondiale, et c'est ça les enjeux de l'euro. Ah, pour toi, ça serait avoir une monnaie très forte, ou pas trop en tout cas, qui puisse contrer un peu notre monnaie. Justement. Parce que l'euro est une monnaie très forte aujourd'hui, et certains pays encore en Europe qui font partie de l'Union européenne ne peuvent pas encore se permettre de l'adopter. Parce que leur monnaie actuelle est encore trop faible, comme la Pologne par exemple. La Pologne, oui. J'ai été voir dernièrement en Bulgarie, une monnaie très très basse, effectivement, un salaire moyen de 250-300 euros par mois. Et il y a plein de grands magasins qui s'installent, j'ai voulu m'acheter une paire de chaussures là-bas, et même en France. Donc comment il faut entre le pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat. On peut parler également un peu de compétitivité entre ces pays, mais surtout on compare très souvent l'euro au dollar. Parce que c'est les deux monnaies les plus fortes, mais l'euro est encore plus fort que le dollar, je crois. C'est surtout les monnaies les plus représentées dans le monde, parce que le dollar c'est avant tout la monnaie des échanges au niveau mondial, et en Europe c'est une grande surface qui permet des échanges. C'est deux monnaies assez importantes, parmi les plus fortes du monde.
D'accord, donc c'est une valeur, un repère. Oui, des valeurs sûres. Valeur sûre. Enfin, valeur sûre depuis que le dollar a été désindexé de l'or sur l'or dans les années 1920, Quelque chose comme ça. 20-25. Ça a bien changé, c'est sûr. Question du financement des États. Est-ce que vous avez une opinion, un avis sur la question du financement des États membres de l'Union européenne? C'est-à-dire le fait que les États doivent passer par des banques privées, non plus des banques publiques. Est-ce que vous avez entendu parler de ça un peu? C'était bien de passer par des banques. Si vous voulez, pour limiter l'inflation des pays, Oui. ils ont mis en place un cadre financier Avec la Banque centrale. avec la Banque centrale, Oui, d'accord. voilà, qui essaie de réguler. Qui régule son taux d'intérêt et tout ça pour éviter l'inflation, pour aider les pays en difficulté. Pour aider les pays en difficulté et surtout pour ramener les pays à trouver un équilibre financier, chose que la France a un peu de mal à faire elle-même aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez une idée construite autour du financement des États? Comment les États arrivent à trouver un équilibre budgétaire au quotidien? On voit, avant, on peut prendre l'exemple de la Grèce. Oui. Par exemple, on a pu leur donner prêter beaucoup d'argent à un intérêt très très élevé. L'Allemagne et la France ont pu prêter de l'argent avec des intérêts à 8, 9, 15%. C'est beaucoup. C'est pas mal. Et à ce moment-là, on pensait les aider. Est-ce que vous pensez qu'on les a vraiment aidés Pas vraiment, puisqu'elle n'a pas vraiment réussi à relancer son activité économique. Du coup, elle n'a pas pu créer assez de richesses pour pouvoir rembourser au final. Et du coup, on doit encore pouvoir l'aider pour relancer son économie, mais avec une politique d'austérité, c'est un peu compliqué. Et pour toi, la bonne solution, ça aurait été quoi? Je suis pas politicien, mais je peux pas vraiment savoir ce que c'est la bonne solution. Ouais. Enfin, surtout à mon âge, je peux pas vraiment savoir. Moi, Je pas d'avis là-dessus. je pense sincèrement que la question vient de la grande différence culturelle. Je pense que ça vient de la culture. Donc il faudrait uniformiser toute la culture en Europe. Ah, alors, grande question. Faire une Europe fédérale. Une Europe Fédérale. fédérale? Ouais. Donc fédérer toutes Fédérer les tous les richesses, pays pour comme aux faire, États-Unis. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'on prend le chemin. Ouais. Bah, il Ce y serait a, pas plus mal. il y a deux camps. Il y a les pays qui veulent une Europe fédérale et d'autres qui veulent seulement une alliance monétaire plutôt que sociale et politique. Et parce qu'il y a encore trop d'écart entre les aides sociales de certains pays en Europe. Oui. Si on veut ramener tout le monde au même niveau, c'est vrai que ça va demander du temps et beaucoup d'efforts. Ouais. Pour certains, c'est un bel avantage, pour d'autres, un bel inconvénient. Le Royaume-Uni, on l'a vu, on choisit de partager un certain niveau de l'Europe, parce que dans l'Europe, aujourd'hui, on parle de l'Europe, de l'Union européenne, les 28 pays membres. On parle également d'un autre niveau d'application avec l'espace Schengen. Vous avez entendu parler un peu de l'espace Schengen? On connaît. Voilà, la zone euro, qui représente encore un peu moins de pays, et tout doucement, chaque pays négocie ses accords avec la Commission européenne. Une Europe à la carte en fait. Et ben, c'est un peu compliqué, oui. Parce que du coup, à Bruxelles, où siège la Commission européenne, ils doivent organiser et faire mettre en application toutes les lois votées par le Parlement. D'où l'importance du vote au Parlement européen. Réussir à faire passer des députés européens qui vont pouvoir partager des valeurs et faire passer des lois pour répondre aux envies, besoins des citoyens qui ont voté pour eux. Aujourd'hui, l'Europe est dans notre quotidien. Si on prend nos vêtements, notre alimentation, notre scolarité, l'Europe essaye d'organiser, d'harmoniser. Que pensez-vous du niveau d'harmonisation de l'Europe dans l'établissement scolaire? Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple? L'Europe dans l'établissement? Bah, pas vraiment, parce que on sait que y a des élèves par exemple qui avec des programmes d'échange comme Erasmus sont allés donc, dans d'autres pays de l'Union européenne, et à part ça, il n'y a pas vraiment. Avec le programme Erasmus? Je sais pas si c'est le programme. C'était Voltaire. Ah, c'était avec le programme Voltaire. Pardon. Ça, on en parlera un peu après, effectivement. Donc, l'Europe a pu mettre en place différents programmes pour faciliter la mobilité des étudiants. Qu'en pensez-vous?
Ça c'est un bon point parce que ça fait une bonne politique d'éducation. Ça permet à chaque pays de sortir un peu de son éducation qu'elle a depuis plusieurs générations et de créer des échanges avec les autres. Des échanges. Comme ça, comme pour l'instant l'Europe n'est pas vraiment présente dans tous les esprits, on sait qu'il y a un fort taux d'abstention pour les élections européennes, quelles qu'elles soient. Et c'est pour créer dès à présent des relations entre les citoyens donc, de l'Union européenne. La population qui vit en Europe ne croit pas en cette alliance en fait. Ne croit pas en l'Union européenne, ne croit pas en leur puissance qu'ils pourraient avoir. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont entre les mains. Du potentiel de l'Europe. Ça pourrait leur apporter. Vous parlez de potentiel, vous êtes en mesure de pouvoir mesurer le potentiel de ce que l'Europe peut leur apporter un peu au quotidien? Bah, je sais pas, mais... Non, on n'est pas trop en mesure en fait, mais je pense que les intérêts de l'Europe sont que si tout le monde est avec elle, enfin l'Union Européenne plutôt, je pense qu'il y a moyen de devenir plus puissant et tout ça. D'où l'idée d'Europe fédérale. Une Europe, donc pour vous, l'idéal, ça serait d'aller vers une Europe fédérale. Plutôt. Après, ça dépend, il y a certains qui préféraient avoir une Europe économique et la garder comme elle est actuellement. Mais les gouvernements actuels, en général, en Europe, préféraient, eux, aller vers une Europe fédérale, c'est ce vers quoi on se dirige. Et surtout les pays les plus riches qui veulent juste une alliance économique, et les plus pauvres qui veulent une Europe fédérale pour revenir au même niveau que les autres. Alors, je vois que la question active la réaction de plusieurs de vos amis, là. Nous avons qui avec nous, là? Venez. On a Louis, on va avoir Philippine, Louise et Lola. Donc, la question de l'Europe au quotidien, dans l'établissement, on parle de mobilité, du programme Erasmus. Pourquoi pas une Europe fédérale pour aller plus vite et plus loin? Qu'en pensez-vous? Et si on se posait la question si on mettait fin à l'Europe, à l'Union Européenne? Fin à l'Europe. Ouais, fin à Quelles l'Union conséquences ça européenne. aurait? Justement, quelles conséquences? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, l'Union Européenne est pas à son meilleur niveau et on se demande si on arrêtait ça, est-ce qu'à ce moment-là, les pays pourraient s'améliorer eux-mêmes? Est-ce que c'est pas un frein, l'Union Européenne? Non. Ça, au contraire, ça causerait une élévation de certains pays et une chute totale d'autres. Par exemple, on prend l'exemple de la Grèce et des pays de l'Est qui, si on enlevait l'Europe, seraient totalement soumis à leur défaite, on va dire. Et au contraire, peut-être nous, pays comme la France, l'Allemagne, on arriverait à gérer encore sur la part mondiale, malgré avec quand même quelques défaillances, on va dire. Il faudrait que l'Europe, en fait, elle soit totalement unifiée, mais vraiment pas juste la monnaie, pas juste les échanges, vraiment total. Tu parles du système social, tu parles du système d'aide, Tout. Et au niveau des écoles, l'éducation, harmoniser les programmes Exactement. scolaires. Que les échanges soient même pas des échanges, mais soient vraiment, comment dire, des Je pense voir ce que tu veux dire. Avant, nous avions les comités de jumelage qui avaient pour objectif de pouvoir se rencontrer et apprendre la culture de l'autre. Aujourd'hui, avec le nouveau programme, l'Europe des citoyens, ce programme ne les amène plus à se rencontrer, mais à faire des choses ensemble, construire ensemble. Exactement. Être ensemble. Et après, niveau économique, peut-être un peu mieux géré, parce que, par exemple, on prend l'exemple de l'Irlande. L'Europe a versé 85 milliards d'euros à l'Irlande, qui viennent directement de nos poches. Donc c'était donné ou prêté, ça? C'est prêté, mais au fond... À un certain intérêt, avec un taux. C'est comme plus donné, puisque ils n'arrivent pas du tout à rembourser donc les prêts qui sont faits. Les pays s'en servent juste pour des infrastructures publiques comme des parcs ou autres, ce qui ne relèvera pas du tout l'économie du pays. Et au fond, donc, ils chutent et ne peuvent même pas rembourser leurs dettes. Donc ce que tu es en train de développer, c'est la question de l'orientation de l'investissement des fonds européens dans certains pays qui est mal orienté, mal suivi, mal contrôlé. En gros, c'est ça. On a pu le voir un peu au Portugal également, où ils ont pu faire plein de routes, plein de gros bâtiments, plein d'infrastructures, et qui du coup a pas vraiment amené le pays à produire autant qu'ils avaient prévu, rendre le
pays, amener le pays à se développer, à devenir plus productif et créer plus de richesse, d'augmentation du PIB. Est-ce que vous connaissez des projets qui ont été financés par des fonds européens sur Angoulême? Oui. Ouais. La médiathèque. La médiathèque, Sur le quartier de- elle est en pleine construction, effectivement, Le quartier de l'humour a été un peu rénové, je crois. un peu. Beaucoup. Il y a aussi la LGV. Pas vraiment. Ça s'appelle Avec des fonds européens directs, il y a peut-être un léger soutien sur l'infrastructure, l'aménagement, et sur la création. Oui, parce qu'ils ont fait en sorte que ça aille quand même jusqu'en Espagne. Donc il y a quand même. Ouais, il y a le projet d'aller jusqu'en Espagne. Ouais. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs. Jusqu'à C'est un projet. Saint-Sébastien, je crois. Ouais. De relier Paris jusqu'à Saint-Sébastien. La déviation Est, je sais pas si vous connaissez la déviation Est du Grand Angoulême, du côté de Soyaux. La nouvelle devise. Il y a eu une déviation pour faciliter justement le contournement. Vous avez Nautilis. Ah ouais, carrément. Nautilis avec la patinoire et la partie piscine qui a été financée avec une partie des fonds européens. Vous avez la nef 2. Vous connaissez la nef? Bien sûr. Voilà. Donc l'extension de la nef qui a été financée, qui a été cofinancée par des fonds européens également. Tous ces fonds structurels, on appelle ça des fonds FEDER. C'est vraiment fait pour financer, comme tu disais, des infrastructures du gros, quoi, des routes, des bâtiments, pour faciliter l'accès à la culture, pour amener le pays à se développer. Et après, il y a d'autres fonds qu'on appelle fonds social, le FSE, qui vise à financer des formations, à traiter de l'emploi des citoyens en Europe. Il y aurait peut-être, au travers de ton développement, je pense qu'il y a une question d'orientation des financements et de vérification, contrôle des financements. Oui, mais encore. Le contrôle des financements, parce qu'on peut prêter beaucoup d'argent à un pays, on a pu le voir, je reprends l'exemple de la Grèce, mais un autre exemple, en Italie, par exemple, on a eu l'occasion d'interviewer un commissaire européen qui était tout à fait au courant qu'un pourcentage des aides européennes qui arrivaient sur le territoire ne passait pas entièrement dans la construction des infrastructures. Il y avait une partie qui revenait un peu aux mafias. Mais sans passer par là, le chantier ne pouvait pas se réaliser. Et il a répondu, écoutez, c'est la réalité locale. Donc l'Europe soutient, mais tout en respectant la réalité locale. Pour ne pas venir imposer sous forme de dictature, on pourrait imaginer, ne pas venir imposer son fonctionnement au quotidien, mais venir soutenir, proposer, impulser des projets pour développer. Oui. Ce serait justement là où l'unité devrait se faire. Plutôt que on se base sur chaque apport que des pays ou j'ai oublié le mot. Apport financier, tu veux dire? Non, enfin les plus et les moins de chaque pays, Mhm. qu'on mette tout à plat, quoi. Qu'on fasse en sorte que pour chaque pays ce soit la même chose, que ce soit vraiment genre un État où l'Europe soit un État où les pays seraient équivalents à des départements, on va dire. Mais ça enlève la liberté de chaque pays aussi. Il faut faire des sacrifices. Ah oui, liberté de chaque pays. Est-ce que tu peux développer un peu toute la question de la liberté? Chaque pays a son fonctionnement, son organisation, a ses droits et devoirs. Et c'est justement ça, le propre d'un pays, c'est d'être unique en soi. Unifier tous ces pays, je sais pas si c'est une bonne chose. Faut garder aussi ce qui fait l'originalité d'un pays et ce qui doit être justement, au fond. Après, c'est pour le plan mondial, quoi. Parce que si on prend chaque pays, nous, au niveau mondial, on est ridicule. Que si on est l'Europe, tout de suite on devient quelque chose de grand, de fort, qui peut rivaliser avec les grands pays comme la Chine ou les États-Unis, qui ont une place. Là, c'est vrai qu'au niveau commerce international, des accords sont fixés, des quotas sur l'exportation, l'importation. On l'a vu autour de la question de Volkswagen qui souhaitait exporter beaucoup plus de voitures. C'était en Chine, il me semble. Les Chinois ont dit OK, à condition que vous fassiez pression pour augmenter les quotas d'importation des produits chinois en Europe. Donc là, on parle de l'Europe dans le monde et l'Europe. Que pensez-vous de l'Europe dans le monde? Là, on a pu voir dernièrement dans l'actualité
En Ukraine ? une situation voilà, qui était assez, pour moi, délicate. Je n'ai pas compris pourquoi l'Europe n'a pas vraiment fait plus de choses. Je sais qu'il y a des accords qui sont fixés, un cadre qui réglemente, sécurise, qui freine un peu, qui bloque certaines actions. Qu'en pensez-vous ? La Russie est arrivée, elle a positionné ses troupes, on lève le drapeau, on amène le peuple à s'exprimer. Et, elle s'est quand même positionnée, l'Europe, si on regarde bien par exemple en Ukraine, elle s'est alliée aussi avec les États-Unis pour contrer la décision de Vladimir Poutine. Le fait qu'ils visent faire unir la Crimée et la Russie, ils ont quand même condamné cette décision-là, comme quoi elle serait anticonstitutionnelle. D'accord, prendre position sur des avis politiques. Mais certains ne prennent pas que des positions politiques, ils mettent en place des positions stratégiques. Vous voulez dire prendre les armes ? Eh bien là, mettre, à ton avis, la question de la possession de la Grèce. Quand on regarde sur la situation géopolitique de la Grèce et la situation géopolitique de la Crimée, pourquoi est-ce qu'on cherche à obtenir ce territoire ? La Crimée ? La Crimée. Parce qu'il y a une position stratégique. Pour les changes, pour le pétrole. Le gaz, voilà. Toutes les ressources qu'a ce pays-là, enfin, c'est parti de l'Ukraine. Nous, apparemment, on avait moins d'intérêt à pas obtenir, mais avoir une main sur ce territoire. La Russie avait beaucoup plus d'intérêt, parce que c'est pour lui une porte vers l'Europe qu'il peut maîtriser. Et c'est aussi un territoire qui avait beaucoup d'histoire avec la Russie. Donc lorsqu'on passe par le référendum et qu'on demande au peuple d'aller voter, bon, après c'est légitime. Mais qu'il ait déjà pu installer des troupes militaires avant de se poser la question, la Crimée, pourquoi pas Russie, les troupes étaient déjà présentes depuis 2 semaines. C'est histoire de faire peur aussi aux Occidentaux, de montrer que la Russie est là, qu'elle a une force militaire et qu'elle peut les contrer. Ouais, c'est histoire de faire peur. C'est ce qui s'est passé pour la Première Guerre et la Seconde Guerre, des histoires de Et territoire. aussi la guerre froide, si on réfléchit bien, on retrouve un peu les mêmes positions, mais cette fois-ci sur la Crimée, comme il y avait eu en Allemagne, dans les pays de l'Est. La Crimée ou l'Ukraine est partagée entre cette fois-ci les Occidentaux et la Russie qui vont se battre sur ce pays-là en fait. Et on trouve les mêmes aspirations. Sauf qu'on ne peut pas que ça recommence. Ce serait pas bon pour les pays que ça recommence. Et comment faire sans ? Je sais pas, on sait que la Russie est positionnée, pourquoi pas que l'Europe et les États-Unis se positionnent encore plus. Depuis pas mal de temps, ils parlent, parlementent, etc. Maintenant, peut-être qu'il faut qu'il y ait de l'action. Je pourrais repartir. Enfin, honnêtement, on a les 3/4 des pays occidentaux sont contre l'action de la Russie. Je pense que si on parle juste force pure, on est quand même bien plus puissant que la Russie et on pourrait intervenir. Quand tu parles force pure, tu parles de quelle force ? Je parle directement en fait de l'ONU, parce que là ce serait contre ce qu'essaye d'engendrer l'ONU, la paix dans le monde, et du coup les petits casques bleus pourraient intervenir, enfin pas causer une 3e guerre mondiale, ce que je penserais, ce qui ne se ferait pas puisque la plupart du monde est contre l'action de la Russie, mais juste faire une action militaire pour prouver, pour contrer la Russie, au moins. Pour toi, le dialogue, l'échange avec la Russie devrait passer par une position, une action militaire ? Je suis pas sûr que les mots auraient une importance quelconque. Du coup, l'action militaire serait sûrement plus efficace, on va dire. Si on a créé une Europe, c'est aussi pour essayer de ne pas avoir une 3e guerre mondiale. Si après l'Europe s'unit pour se mettre contre d'autres forces comme la Russie, ça pourrait recréer des tensions et recréer une guerre, donc ça ne servir à rien. Le moindre faux pas, je pense, peut tout faire éclater. C'est-à-dire, si les États-Unis et l'Europe, l'Union européenne commencent à prendre les armes, la Russie ne va pas se laisser faire et à un moment donné elle va réagir et ce sera le premier qui réagira et ça finira pas forcément bien. Et les armes ne sont pas forcément la bonne solution, mais la diplomatie non plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut prendre des risques. La prise de risque. C'est sacrifié. L'Europe, une prise de risque face à la mondialisation qui encadre, qui organise un peu notre vie au quotidien, la mondialisation. On a pu le voir dernièrement avec la Russie, la Crimée, l'Ukraine, l'Europe dans tout ça. Comment peut-elle, comment doit-elle
se positionner. On a pu voir qu'elle a fait des propositions de textes, de rapprochement avec l'Ukraine. Mais concrètement, une fois que on sait que la nature a peur du vide et que certains ont su prendre cette place du vide plus rapidement que l'Europe. Tu veux dire quoi par vide? La place du vide. Place du vide, je parlais trop par exemple, je pense aux troupes de la Russie qui étaient déjà présentes, qui avaient déjà investi les lieux avant même que l'Europe se pose la question, se mette d'accord déjà entre elles et fasse une proposition. Parce que là on a vu Angela Merkel prendre la parole pour faire des propositions, mais à aucun moment tous les chefs d'État, la Commission, le Parlement prendre rapidement, là je parle de la rapidité d'exécution. Aujourd'hui c'est vrai que l'un des points forts de l'Europe c'est de pouvoir s'unir et d'être plus fort de propositions, mais l'un des gros points faibles aussi c'est sa rapidité, sa réactivité pour réagir face à une situation qui touche quand même plusieurs millions de citoyens. Il a fallu prendre 1 à 2 semaines pour avoir une première orientation stratégique. Que pensez-vous de la... C'est ça justement le problème de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, même s'ils paraissent unis, il y a un temps fou pour que tous les pays soient d'accord, qu'ils se réunissent. Et par rapport à la Russie, où Poutine, lui, a eu aucun problème pour réagir directement après le conflit en Ukraine, l'Europe a mis trop de temps. Et c'est ça le problème, elle est trop lente. Voilà. Trop lente, une Europe trop lente. Et c'est ça qui pose problème. Il faut vraiment un État européen, quoi. Où on puisse partager davantage, un gouvernement. Et plus... fédérer les ressources, ça, avoir par exemple une fiscalité harmonisée. Je pense par exemple au coût des matières premières qu'on pourrait harmoniser au niveau européen, essayer d'avoir une manœuvre à tirer vers le haut, essayer d'harmoniser un peu le coût de la manœuvre pour limiter la compétitivité entre les pays émergents et les pays qui sont... on le voit, la manœuvre en France, elle est partie. Toute la production, toutes les usines françaises sont parties. À votre avis, non ? Si, on les met dans les pays de l'Est, par exemple. Pourquoi, à ton avis ? Voilà, le coût de main-d'œuvre est beaucoup, enfin, minime. Et le souci après, c'est que. Après, là, on pourrait partir sur l'immigration. Mais. On peut en parler également. Mais la main-d'œuvre qu'on cherche à employer dans les pays de l'Est vient vers nous, les pays plus occidentaux. Du coup, enfin, je trouve ça assez paradoxal, puisque du coup, enfin, notre réseau secondaire au niveau du travail, c'est vers les pays de l'Est et aussi donc l'Asie de l'Est, mais on va rester sur l'Europe. Or, la main-d'œuvre part chez nous. Moi je parle, la manœuvre elle est toujours là, les ouvriers sont ici mais avec de moins en moins de travail. La production, les usines, les machines partent dans d'autres pays. Et on aide ces entreprises à s'installer dans d'autres pays. Mais du coup ça cause du chômage, quoi. Mais qui les aide ces entreprises à changer de pays ? On a eu l'affaire Nokia qui était implantée en Allemagne et qui souhaitait s'implanter en Roumanie. Donc l'Europe a aidé Nokia à conserver son entreprise en Allemagne. Le gouvernement allemand a également aidé l'entreprise Nokia à rester on en parlait en plusieurs. Il y avait énormément de postes qui étaient touchés. Et 2 ans après, ils ont délocalisé. Donc ça n'a fait que retarder le départ de Nokia et son envie de s'implanter en Roumanie. Parce que en Roumanie, on sait que la manœuvre est à un prix très différent. Ouais. Enfin, d'un certain côté, c'est un bon point. Donc cette liberté, ce côté libéral de l'Europe d'ouvrir les frontières, de laisser une entreprise délocalisée sans suivi, contrepartie, conditions des pays qui sont... Spécialement bien. Moi je me pose la question. Pas spécialement de réponse non plus. Mais déjà avoir un avis. Lorsqu'on va voter aux élections européennes, savoir, il y a un député qui défend telle valeur, il va être de droite, de gauche, bon d'accord, c'est une question, mais qu'est-ce qu'il défend comme valeur ? Dans son programme, qu'est-ce qu'il va mettre en face ? J'en ai aucune idée. Enfin, personnellement, l'idée que je me ferais serait de dynamiser donc les pays de l'Est avec le secteur secondaire, et qu'au contraire, nous, où on a déjà une bonne implantation au niveau du tertiaire,
qu'on se lance encore plus là-dedans. Ouais. Continuer à développer le service. C'est ça. Ouais. Que en fait l'Europe devienne donc un grand État où la partie Est serait sur le secondaire et nous occidentaux tertiaires. Donc que l'Europe puisse s'organiser par secteur Ouais, géographique, ouais, secteur voilà, de production. Après si la main d'œuvre reste toujours moins chère. Parce qu'on parle de main-d'œuvre, mais on parle également des compétences. Certains pays ont su développer des compétences, des process, des procédés. Quand je pense à la recherche en médecine, en France, on est plutôt bien placé par rapport aux autres pays membres de l'Union européenne. Donc ce qui nous amènerait à réorganiser les productions et également les chemins de mobilité, de transport, d'acheminement des marchandises. Lorsqu'on voit aujourd'hui une farine, un blé qui pousse en Charente, qui va être acheminé en Pologne pour passer dans une minoterie faire de la farine, et nos boulangers vont essayer d'acheter une farine au moins chère ou un meilleur rapport qualité-prix, vont pouvoir acheter une farine en Pologne, parce qu'elles vont en plus répondre au label bio européen, etc. Et à la fin, avoir du pain produit en France avec du blé français, mais une farine produite en Pologne. Je parle de l'Europe, et là je parle de mondialisation. La circulation des marchandises. C'est en train de se faire. On dynamise. On a déjà dynamisé Nord-Sud. Là, on est en train de faire Ouest-Est. Avec, par exemple, il y a un projet européen pour relier le Danube au Rhin. Ouais, pour faciliter, réfléchir et optimiser, comme tu dis, les déplacements, la circulation. On parle de circulation, de mobilité. Pour terminer cette première partie d'émission, on va terminer par un groupe de lycéens qui souhaitaient s'exprimer autour de la question européenne avec un petit freestyle a cappella. Mais avant de terminer, je tiens à remercier Louis, Axel, Salim, Arthur qui ont pu s'exprimer pour cette première partie, Monsieur Vergeot, Mathilde, Louis pour cette fin. Donc là, on a eu l'occasion de rencontrer ces 4 jeunes garçons qui souhaitaient absolument, en tout cas qui présentaient beaucoup de motivation à s'exprimer autour de la question européenne. Donc on a commencé à lancer un grand débat, à parler un peu d'Europe, ça n'a pas été très facile, et ils en sont très rapidement arrivés à une formule qui a réussi à les unir entre eux. Ils sont 4, ils sont derrière les micros, ils viennent de prendre la place, et donc je leur laisse le champ libre pour venir nous présenter, nous exprimer votre vision de l'Europe au travers de ces 3 micros. C'est à vous. Donc d'abord, avant de commencer, on veut préciser qu'on a fait ça donc, il y a à peu près 1 heure, parce que il y a beaucoup d'improvisation dans ce qu'on va faire. D'autre part, et d'autre part, donc l'instru a été faite à partir de l'hymne de l'Union européenne qui est L'Ode à la joie. L'Ode à la joie. Merci. Voilà. Merci public. Lucas, je t'en prie, on va y aller. C'est parti. Maintenant. On va faire ce tempo. Non, ça fait pas. Le Parlement européen est une des plus grandes assemblées démocratiques. Il compte 751 députés choisis tous les 5 ans par les électeurs en âge de voter parmi les 508 millions de citoyens de l'Union européenne. Vos députés sont élus au prorata, seront reconnus par chaque parti politique sur la base d'un scrutin de liste. En France, les partis présentent une liste par eurocirconscription. Les 751 sièges sont répartis entre États membres en fonction de leur population. Le maximum étant 96, le minimum 6. Avant, avec le Conseil des ministres de l'Union européenne, le Parlement européen adopte la majorité précédente des initiatives, directives, règlements et le budget européen. Depuis 2009, son pouvoir de codécision s'est étendu à plus de 40 nouveaux domaines comme l'énergie, l'environnement, l'agriculture, les transports ou encore la santé publique et la justice. Le Parlement doit aussi désormais approuver les accords internationaux négociés par l'UE. Le Parlement. Pourquoi voter? Allez voter le 25 mai 2014. Les élections
élections européennes. Allez voter le 25 mai 2014. Allez voter. Allez voter. Merci. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie avec une intermède musicale animée par Stella et Léo. Merci à vous, public très chaleureux avec nous aujourd'hui au lycée Guest de Balzac. In New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Be lights will inspire you. Let's see it from New York, New York, New York. Cruising down these streets on white Lexus, driving so slow, but Bugatti summer Texas. Me, I'm not the best of, I'm a put some biggie. Got 11 billboard and I bet my boat with me. Mama took a bus trip, now she got a bus. I bet everybody ride her on the bus out the road. And I can message you and I bet my boat with me. But a concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. The lights will inspire you. Let's see it from New York, New York, New York. Mama took a bus, and now she got a bus. I bet everybody ride her on the bus up around. And memory gonna save you, and I bet my boat with me. Mama took a bus, and now she got a bus. I bet everybody ride her on the bus up around. And memory gonna save you, and I bet my boat with me. The streets will make you feel brand new. The lights will inspire you. Let's hear from New York, New York, New York. Petit intermède musical également pour sur européenne, l'émission Radio Attitude Europe. Every day. La 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 la, eh, la 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 la, oh. Everybody looks to the left, everybody looks to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying for the love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the, hey, cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah, bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time. When music made us only a line. And it wasn't focused in the video. Wasn't the only one we getting this time. Why over the soul obsessed? See the money can buy us happiness. If the low slow down in show right now, we be feeling also right. Everybody look to the left, and everybody look to the right. Can you feel the tear we're paying in my love tonight? It's not about your money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the, cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah, bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. We'll give the
price tag and take the cash back. Just give me 16 and the house deck, and I'll keep the cars, I'm in the garage. And on the, it's all I need, the kissing guitar. I guess what, in 30 seconds, I'm living to Mars. So we're living for a in different body of us. It's like a dance, man, keeping the price in life. We do walk to the law, we fight sacrifice every night. So we gonna stop all on the front of it. Went to see a son at the finale. So we give up them and moving to the feast. So bring it up to be, I get it. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. So get about the price tag. In the better, hey, cha-ching, in the better, hey, bring, wanna make the world dance. And forget about the price, forget about the price tag. Si j'ai bien compris, vous avez déjà un livre, une expérience. Non, mais t'es vrai. Ah oui, partout. Dans un pays anglophone. Anglophone, Ouais. pour les Anglais ou l'anglais? Ah non, pour l'anglais. L'anglais. Et je comprends. D'accord. Et on aura Julia qui viendra. Quand je te ferai signe, Julia, tu viendras. Pas tout de suite. Tu viendras par là. Hein? Pour pouvoir témoigner. Donc. Tu veux parler? Corentin, t'es déjà parti? T'es parti? Valentin aussi? Ouais, je suis pas sur la sorti, en fait. mobilité. Mais t'aimerais? Et t'aimerais bien. Ça dépend où? Pas vraiment. Bah, disons que l'Allemagne, moi, c'est pas trop non plus. Ouais. Ah, mais il y a... Comment? Quoi? On n'a pas que l'Allemagne, on a aussi l'Australie, on a le monde monde entier ouvert. Ah bah oui, c'est bien. Après, il faut les moyens. Ah, il faut les moyens de préparation. Ce que propose l'Europe pour partir. Manger des haricots. De toute façon, il va aller. T'as pas envie de partir après? Le programme Pour moi, c'est ok, Mathieu. Ok, là je finis de caler. Vas-y. On va parler également du PVT, le permis d'Acosta, le working pass qui permet de partir pour une année. Un petit boulot de vacances. Tous les outils, moyens pour partir à pas cher. Parce que la grande question, c'est qu'il faut les moyens pour partir. Mais des fois, tu ne peux pas vraiment avoir les moyens financiers, mais la motivation pour partir. Julia, elle est venue, elle a rien payé. Elle ne pas son médicament, son logement, pas son de langue, là, je vous montrer des exemples sur mon parcours. C'est bon, je suis prêt. C'est bon, tu peux y aller. Là, on voit pas mal d'étudiants partir parce que c'est bientôt 14h, bientôt la reprise. Donc on va se souvenir un peu. Bien, rebonjour à tous. Deuxième partie d'émission dédiée à la mobilité internationale, où avec nous avons des personnes qui ont déjà eu l'occasion de partir et des personnes qui aimeraient partir et préparer un peu leur séjour. Donc, en tant que centre Europe Direct, nous avons plein d'outils pour pouvoir vous accompagner, vous aider à préparer votre voyage, votre séjour, pour le rendre utile dans votre parcours personnel et professionnel. Nous avons avec nous Esther, Stella et Giulia, qui arrivent d'Italie, qui ont eu l'occasion d'avoir une expérience. Paul aussi? Ah oui, Paul aussi. C'est son prénom, Paul aussi? Paul. Juste Paul. Juste c'est le nom? C'est pas le prénom? Non, c'est donc 4 personnes qui ont l'occasion de partir plus d'une semaine à l'occasion des vacances, mais partir pour étudier, travailler ou bien faire du volontariat. On commence par qui? Giulia, Paul? Bon, je pense Paul, on est galant, donc ce que je te propose c'est de commencer. D'accord. Donc alors moi personnellement j'ai fait donc deux voyages en Allemagne. Le premier dans le cadre de Brigitte Sauzet, donc qui a duré environ 3 mois. Brigitte Sauzet, qu'est-ce que c'est? Brigitte Sauzet, c'est Gaz de Balzac qui organise ça, donc avec d'autres lycées en Charente. Donc en fait, Brigitte Sauzet, c'est un programme mis en place par l'OFAGE, Office franco-québécois pour la jeunesse, auquel a répondu l'établissement Gaz de Balzac, c'est ça? Oui. Pour faire partir des lycéens
en échange avec d'autres lycéens. J'ai tout compris? C'est ça. Il n'y a pas que Gazet Balzac, il y a aussi Charles Coulon, il y a d'autres lycéens. D'autres lycéens. Je crois qu'on était 50 jeunes à partir en Allemagne. Et donc nous étions partis à Schwerin, c'est dans le nord-est de l'Allemagne, dans le Mecklenburg-Vorpommern. Dans le Mecklenburg-Vorpommern, c'est le Land. D'accord, le Land. Voilà. Donc Schwerin, c'est on peut dire la capitale de ce Land. D'accord. Et voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est extrêmement facile de partir. Il suffit juste d'avoir une carte européenne de santé. Oui, la carte vitale qu'on demande sur amudi.fr ou à la CPAM, c'est ça? Ça met environ 10 jours pour arriver. Et donc ça, concrètement, ça t'a servi à quoi? La carte européenne de santé. C'est vrai que une petite anecdote comme ça, je me suis blessé 2 semaines après être arrivé en Allemagne. J'avais fait un petit peu de tennis et je m'étais fait une entorse à la cheville et c'est ce qui m'a permis d'avoir une sécurité sociale en Allemagne. D'accord, d'être pris en charge, remboursé, voilà, c'est ça. sans devoir faire d'avance, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est super. Sinon, c'est assez compliqué. Donc, un outil, la carte vitale européenne, qui a été mis en place par l'Union européenne, pour faciliter justement ces démarches au quotidien autour de la santé. Voilà. Tu aurais été en Lituanie, ça aurait été la même chose, j'imagine. Oui, je suis aussi parti en Angleterre il y a quelques semaines. Ouais. Et c'est pareil. Tu as également fait du tennis, tu t'es tordu. Non, j'y suis resté longtemps. Non. Voilà, puis donc la carte d'identité aussi, assurément. Donc pas besoin de passeport, pas besoin de visa. Carte d'identité au passeport, voilà. c'est ouais. Donc 5 cartes d'identité aujourd'hui européennes nous permettent de circuler dans les 28 pays membres. C'est ça. Voilà. Formidable. Donc pendant tes 3 mois avec le programme Brigitte Sauzet, comment ça s'est passé? Tu as suivi des cours là-bas, c'est ça? C'est ça, j'avais le même programme qu'un élève allemand. J'avais les cours le matin et parfois même l'après-midi. C'est vrai qu'on peut se faire l'image de l'Allemagne comme un pays qui travaille jamais l'après-midi, mais c'est pas vrai. C'est vraiment l'idée qu'on a. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois, mais d'autres moments, ils travaillent jusqu'à 4h30 comme en France. Bon, c'est vrai que c'est un voyage qui était extrêmement culturel. J'ai appris, en 3 mois, j'ai beaucoup appris au niveau linguistique, bien sûr. Ça, à mon avis, une fois que tu es émergé. Un mois où j'ai beaucoup eu de mal quand même. Le premier, j'imagine? Le premier mois. Ouais. Et après, j'ai eu moins peur de la langue et j'ai réussi à progresser beaucoup plus rapidement. Tu étais logé en famille d'accueil ou dans l'établissement? Famille d'accueil, j'avais une correspondante. Ouais. Avec une correspondante? Ouais. Ah oui, ça fait bien. Tu gardes contact avec elle un peu? Oui, on garde un petit peu de contact. Ce qui te permet de pouvoir continuer à pratiquer un peu l'allemand. Voilà, c'est ça. Et puis les portes sont encore ouvertes. Si je veux par exemple refaire un voyage en Allemagne un jour, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ou aller en vacances. Ou aller en vacances. Esther, je te vois très intéressée par la question. Toi, tu es partie 6 mois. Oui, c'est ça, exactement. 6 mois à Francfort, donc dans la région d'Essen. Ma correspondante s'appelait Ruth. Et en fait. C'est une correspondante? Oui, oui, parce qu'il y a plus de filles qui demandent à faire cet échange que de garçons, également. Et donc, moi, comparé à Paul, j'ai eu le temps de voir un peu plus la culture, la différence entre. 6 mois, j'imagine, Surtout que j'étais chez une famille où le père était pasteur, et donc ça fait un petit choc quand on arrive, et, alors que la France est un pays très laïque et basé sur cette volonté de transparence au niveau de la religion, que la religion et l'État soient vraiment séparés. En Allemagne, c'est pas du tout la même chose, puisque l'État allemand est donc considéré comme protestant, le président est même protestant et il crie haut et fort, si on peut dire. Et j'ai eu le temps de regarder ces différences. Et donc de revenir avec une idée plus précise de l'Allemagne et une compétence linguistique bien plus développée qu'au départ, j'imagine. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Ah oui, On revient, on rêve en allemand, on pense en allemand, et puis même quand... Même ça fait un an là que je suis partie. Même si ça fait un an, on reparle pendant 1 heure en allemand et ensuite je suis capable d'enchaîner. Rapidement à t'y remettre d'ailleurs, j'ai l'occasion de te voir au café linguistique à Angoulême qu'on organise. Sur la table d'allemand d'ailleurs. Sur la table d'allemand d'ailleurs, avec ta correspondante. Oui, à l'époque, elle était encore là. Stella, toi t'es partie également
Et tu as eu cette chance de pouvoir revenir, parce que c'est pas donné à tout le monde, partir et revenir dans la foulée. Dis-nous tout, parle-nous de ton expérience à l'étranger, dans le cadre de tes études, parce que là on parle vraiment d'une mobilité dans le cadre des études, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut pouvoir harmoniser les programmes scolaires. C'était là. Alors oui, j'ai fait le même programme que Paul en fait. Donc Brigitte Sauzet, voilà. D'accord. Et que j'ai connu grâce sur internet, je crois, quelque chose comme Là, ça. ça n'a pas de lien avec l'établissement. Oui, mais enfin, pour dire justement que donc j'en ai parlé au professeur et on m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, le programme Brigitte Sauzet peut rentre dans le cadre justement de l'établissement. Ouais. Et donc on a fait les dossiers. J'ai été donc en Allemagne pendant 3 mois, dans le Mecklenburg-Vorpommern, à Tétéro. Donc comme Paul. Voilà, c'est sur la même région. parce que c'est le Poitou-Charentes qui est en lien avec le Mecklenburg. D'accord. Et donc c'était une plus petite ville que Schwerin. Et donc j'ai été dans le gymnasium, le lycée, de ma correspondante pendant 2 mois. J'ai assisté au cours d'allemand. Et ça a été très intéressant d'ailleurs d'assister à des cours qui se déroulent différemment. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas pendant ces Ce qui m'a le plus marqué. anecdotes, tennis Les élèves n'étaient pas si attentifs que ça encore. Enfin, que vous ici dans le lycée de Gaz de Balzac. Hein, c'est ça, ici vous êtes très studieux. Vous êtes attentifs en cours. Vraiment, c'est une autre ambiance. Les profs sont un petit peu plus. Enfin, pas sympas, mais je veux dire. Proches des élèves. Proches des élèves, ils ont cette proximité qu'on n'a pas forcément avec des professeurs ici à Guest. Et ils peuvent manger, boire dans les cours, sauf en chimie d'ailleurs. Boire et manger pendant les cours. Oui, voilà, pendant les cours, sans souci. Et Paul, toi tu as pu l'observer ça également? Ah oui, exactement. Ah, oui. Les professeurs peuvent partir de cours comme ça pour aller aux toilettes. Je sais pas exactement, et les élèves, c'est vrai, rester tout seul et respectueux les uns les autres sans faire le bazar. Ils devaient se gérer, s'organiser, étaient autonomes en fait. C'est ça. Il y a plus d'échanges, je trouve, au sein de la classe. Après, en dehors, c'est comme un établissement normal. Mais au sein de la classe, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de contact entre les élèves, beaucoup de participation. C'était relation professeur-élève qui était égal à égal. Égal à égal. Exactement. On n'a pas du tout ici en France. Hein. Le professeur doit exercer une autorité. Paul, tu nous parlais de la question du rapprochement entre la relation qu'avaient les professeurs avec leurs élèves. Tu disais que pour toi, ça avait vraiment marqué de voir des élèves assez proches des professeurs au quotidien, où il y avait beaucoup plus de souplesse, de liberté dans les classes. Exactement. C'est vrai que les professeurs et les élèves sont à peu près au même niveau. Je voyais ça par exemple dans les cours de religion, où il y a des cours de religion, comme des cours de philosophie. D'accord. Où le professeur ne parlait pas beaucoup et posait surtout des questions aux élèves qui devaient parler entre eux en petits groupes et ensuite rétablir ce qu'ils avaient parlé ensemble au professeur. Donc toi Esther, c'est quelque chose que tu as pu voir en Allemagne également ou c'était là, Esther, c'était là? Moi j'ai trouvé qu'il privilégiait beaucoup l'oral. En fait, il y avait l'expression et il faisait beaucoup de débats aussi et des travaux en groupe en fait. C'était beaucoup basé sur ça, on pourrait même. C'est comme s'ils faisaient des TPE à longueur d'année. Donc la pédagogie utilisée pour faire passer. C'était comme des projets à mener tout au long de l'année. D'accord. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Voilà, c'est vrai. Vous avez eu l'occasion de mettre en place un projet, est-ce qu'on peut en parler 20 secondes? Pas 10 minutes, hein. 20 secondes, est-ce que ça peut vous intéresser? Oui, non, mais ça peut-être que nos voyages nous ont permis de mener une étude comparative entre les futurs citoyens franco-allemands. Donc on a sur l'Union européenne et on a distribué des QCM dans des classes. On était dans 2 écoles différentes. Donc moi j'étais à Tétéro et Esther à Francfort. Du coup on a pu distinguer quelques différences. Je sais même peu de différences, mais tout ça pour dire que le résultat de cette étude a prouvé que les Français se sentaient plus européens finalement que les Allemands et c'est assez drôle. Enfin, on pensait pas du tout avoir ce résultat. On pensait justement que les Allemands avaient beaucoup ce sentiment pro-européen en eux, mais pas du tout.
Et on en a conclu que ça venait d'un pays historique, du fait que l'Allemagne est un État fédéral et que la France a des valeurs au niveau de la patrie qui lui sont propres et chères. Les Français aiment être français et se sentent citoyens français, mais adhèrent plus souvent à une communauté. Et donc ils ont adhéré énormément à la communauté européenne. Bien, donc là, on a parlé d'Allemagne, du programme Brigitte Sauzet, du départ pour étudier. J'ai à ma gauche Chloé, qui a souhaité vigoureusement venir participer à cette table de discussion, à cette émission, pour parler de la question de la mobilité, peut-être après les études. Est-ce que tu as des envies, des idées pour voyager, partir d'ici quelques semaines, là, parce que tu passes ton bac et... Ouais, bah oui, du coup, parce que du coup je suis en terminale, donc ça serait plutôt après pour les études supérieures. Bah, avec Erasmus, ça nous permet de partir une année à l'étranger, et donc du coup, de pouvoir, enfin, moi dans mon cas, ce serait plutôt pour être bilingue, à maîtriser l'anglais, parce que c'est la langue internationale, donc du coup... Peut-être que notre parcours professionnel, ça pourrait te servir également. Hein le fait d'être bilingue, oui, bah, sur du commerce, sur du tourisme, bah, c'est toujours... par exemple, moi je suis en scientifique, donc du coup je me dirige vers des études scientifiques. Toutes les publications, tous les séminaires et toutes les revues scientifiques et tout sont rédigées en anglais. Et tous les entretiens, enfin même pour dialoguer avec d'autres chercheurs, par exemple, tout se fait en anglais, donc c'est quand même assez essentiel à maîtriser. Et donc du coup, pouvoir partir une année à l'étranger et continuer pour développer cette linguistique, pour voilà, faciliter... Pour faciliter, ça c'est l'enrichissement pour le parcours professionnel. Mais après, il y a aussi toute la partie découvrir notre pays, la culture, c'est aussi enrichissant humainement, je pense. Alors, écoute, à ce sujet, je vais pouvoir te présenter une personne que j'ai l'occasion de rencontrer de manière professionnelle, qui arrive tout droit d'Italie, qui s'appelle Giulia et qui est avec nous ici dans le cadre d'un projet qu'on appelle le service volontaire européen. Le service volontaire européen est un programme qui permet à tout jeune citoyen entre 18 et 30 ans de pouvoir partir dans une association pour s'engager autour d'une mission. Volontariat pour une durée pouvant aller de 6 mois à 1 an. Giulia, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais dans l'association ADIF et comment tu sens ta vie de service volontaire européen en France? Comme première chose, je demande pardon pour mon français. Parce que non, on te remercie pour ton accent. Oui, moi je suis là dans 9 mois maintenant et je dois rester ici autres 4 mois pour faire une année en France. Et au début, les premiers 3 mois, j'ai vu qu'entre l'Italie et la France, il n'y a pas beaucoup de différences. Surtout comment la gens vivent. Au niveau des pizzas. Non, c'est pas le même. Mais après, j'ai commencé à voir les différences. Mais ce ne sont pas mauvaises différences, seulement différences que j'aime parce que sont nouveaux, sont surpris, sont des choses qui enrichissent. Oui. Et à mon association, moi je travaille sur la vidéo, je fais les montages de tous les projets qu'on fait à l'association. Oui, parce que l'association a un projet, enfin il n'y a pas qu'un projet, mais fait vivre une web TV. Une web TV pour diffuser des vidéos, des reportages autour de la question interculturelle, les relations nord-sud. Parle-nous un peu de l'association. Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais pour elle? La web TV, elle est avec moi. Avec toi? Oui. Tu es la maman de la web TV? Oui, parce qu'avant, on n'avait pas. Et oui, l'association travaille surtout pour défendre les personnes victimes de discrimination et racisme. Et à côté, on travaille pour les jeunes et la mobilité européenne, tout ça. Mais oui, la coopération nord-sud avec l'Afrique, on a beaucoup de partenariats.
Donc est-ce que ça veut dire que l'association ADIF est en mesure de pouvoir accompagner des jeunes qui ont envie de partir en SVE? Aujourd'hui, l'association t'accueille, toi, Julia. Est-ce qu'elle peut faire partir, par exemple, Chloé, qui aimerait, juste après son bac, partir pour 1 an, s'engager dans une association autour de l'environnement ou bien de l'art et de la culture, ou autour du sport, de la santé? Il y a beaucoup de domaines, il me semble. Comment ça se passe? Oui. On a eu la semaine dernière les jobs d'été, on a eu un stand pour parler et expliquer à les jeunes comment on peut partir avec nous. Parce que pour partir, pour exemple, en SVE, tu as besoin d'une association de ton pays qui t'envoie. Voilà. Et après, oui, on cherche un partenariat entre nous et l'association regarde toujours comment ça passe avec le volontariat à l'étranger. Tu n'es jamais seul à l'étranger. Il y a toujours des personnes qui en demandent si tout ça marche. Toute la partie contrôle, suivi, le côté. Donc Chloé, c'est quand même un programme qui est assez sécurisé. Tu es accompagnée, tu n'es pas toute seule. C'est ce que veut dire Julia. Financièrement parlant, comment ça se passe? Combien tu payes? Combien ça te coûte? Rien du tout. Les voyages, tout pris en charge de l'Europe pour l'aller et le retour, les transports dans la ville, la nourriture, le logement et aussi les cours de français à payer. Et en plus, tu as tout d'argent pour vivre dans ton nouveau pays, pour sortir avec les amis ou des choses normales pour t'intégrer dans la société de ton nouveau pays. Tout ce qu'il faut pour t'accueillir. Donc elle serait intéressée pour partir dès le mois de juillet? Non, peut-être pas. Donc voilà, un exemple de programme qui permet à un citoyen, un jeune citoyen européen de pouvoir partir pour développer ses compétences linguistiques. Il y a plein d'autres outils. Il y a donc dans la nouvelle formule Erasmus+, l'ancien programme Erasmus et le programme européen Jeunesse en Action. Maintenant, ils ont rassemblé tous les outils des formules pour en faire un seul et unique qui s'appelle Erasmus+, à la fois pour les étudiants mais aussi pour les jeunes qui sont sortis de scolarité. Donc après les études, après un BEP, un bac, un BTS, une licence. Donc, et là-dedans, vous avez l'occasion de pouvoir partir en stage en entreprise, en tant que demandeur d'emploi, ou bien étudiant, comme on connaît très bien le programme Erasmus, un échange entre universités, le service volontaire européen, la mise en place d'échanges de jeunes également. Il me semble que l'association ADIF organise également des échanges de jeunes. Tu peux nous en parler un peu, Julia? Les échanges de jeunes sont des projets qui durent plus ou moins une semaine ou 10 jours. Une semaine à peu près. Et c'est un échange avec deux ou trois ou plus pays. Les derniers échanges qu'on a eu, c'était sur le printemps arabe. Et on a eu... Le printemps arabe. Oui. Et on a eu 18 pays entre l'Europe et le Maghreb. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. Pour la petite anecdote, j'ai eu l'occasion de participer, d'accueillir une partie de l'événement dans les locaux du SIGE et d'aller manger juste après avec eux, le midi. J'ai fait un kebab, un Angoulême. Pour partir, j'ai mis un quart d'heure. Vous savez pourquoi? Parce que chaque pays a voulu me souhaiter mon anniversaire, c'était le jour de mon anniversaire, dans la langue de leur pays. Donc en 18 langues, 18 chansons, c'était génial, mais du coup je suis arrivé en retard au boulot. Et petite anecdote, je me suis vraiment fait fâcher parce que, parenthèse, mais 18 pays ont eu l'occasion, 18 citoyens originaires de 18 pays ont eu l'occasion de se réunir et d'échanger, débattre entre eux autour de la discrimination. On a eu aussi un autre échange en octobre sur les droits de l'homme. Droits de l'homme? Oui. Ouais. Avec le Sénégal, l'Allemagne et la France. Et les droits des femmes? Pas la même. Voilà, d'accord. Ok. Merci Julia.
Pour terminer, il y a plein d'autres outils pour pouvoir partir. Il y a la bourse de la découverte de la région Poitou-Charentes qui permet à un jeune qui sort de son bac ou bien de son BEP, voire après un BTS, de pouvoir partir, faire jusqu'à 3 à 8 semaines de remise à niveau linguistique dans le pays en famille d'accueil, suivi d'un stage en entreprise qui peut lui aller jusqu'à 6 mois. Donc sur un CV, ça peut faire la différence. Après un bac, on a une expérience de 6 à 8 mois avec une réelle expérience professionnelle en entreprise. Sur un CV, ça fait toujours la différence. Le PVT également. La question du permis vacances-travail, le Working Holiday Pass, qui permet de partir jusqu'à 1 an, Chloé. 1 an en Australie, par exemple. Voilà. La destination, 1 an en Australie. Mais aussi au Brésil, au Japon, en Corée du Sud. Ah ben, faire quoi, très bonne question. On a aussi le Canada. Mais c'est pas grave, ça, t'es là-bas, tu vis. Ouais, voilà. La question du PVT, c'est te permettre de résider 1 an là-bas en alternant des petits boulots et des sessions de vacances et découvertes du pays. Ça veut dire que tu as une sorte de visa, c'est un visa, qui te permet de résider 1 an et d'alterner des petits boulots, pas plus de 6 mois, et des périodes de vacances pour découvrir un peu le pays et faire un peu autre chose. Et c'est l'Union Européenne qui se charge des frais de transport Alors là, au contraire, le contrario de Julia, il n'y a rien de pris en charge. Là, il faut payer. Là, il faut déjà avoir un capital pour partir, entre 2500 et 3000 euros. Il faut pouvoir prendre en charge son billet pour y aller. Donc des fois ça peut être 500, 800 euros, il y a un certain budget, mais pour une année. Et lorsqu'on a eu l'occasion de travailler, on a pu cotiser des droits pour l'emploi et demander de récupérer tout son capital pour l'emploi pour prendre en charge une année sympathique, si vous voulez. Il y a des solutions pour trouver des financements. Le plus important, le plus difficile, c'est d'avoir la motivation pour partir. Et pour partir, comme tu as très bien dit, pour faire quoi? Eh oui. On peut choisir. Pour les études, puis pour la culture, c'est vrai, méthode de vie alimentaire. Ouverture d'esprit, partir pour voir autre chose que la France et aussi pour apprendre à mieux se connaître. C'est ça. Oui, c'est l'aventure aussi. Ah, grande aventure, hein, parce que je crois, Julia, que tu as eu pas mal d'aventures, de petits contretemps, des trucs assez rigolotes en Charente en arrivant avec le service volontaire européen. Tu as eu l'occasion d'avoir des occasions assez rigolotes, oui, pas vraiment préparées. Oui. Est-ce que tu peux nous en raconter une? Bon, je sais pas. Non. Parce qu'il y a, quand on part comme ça d'étranger, un phénomène que la plupart utilisent lorsqu'on ne maîtrise pas bien la langue, c'est ce qu'on appelle la technique du oui-oui. Oui. Tu connais la technique du oui-oui? Ah bah ça, on a eu le temps de pratiquer pendant 3 mois. C'est vrai? Ah ça c'est sûr. Même quand je suis revenu. C'est vrai que des fois, surtout pour un repas de famille, ouais. Où tout le monde parle en même temps, et au bout d'un moment on te pose une question, on ne comprend absolument rien. Et c'est là que tu dis oui, oui. Et là, tu espères que la question c'est oui ou non. Ouais. Sinon, on ne sent pas très très bien. Donc c'est une technique qui permet de s'intégrer, de se sentir compris, entendu, de montrer un peu aux autres qu'on comprend un peu ce qui se passe. Et des fois, on peut dire oui, oui, et se retrouver dans une situation un peu difficile. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, Julia? Oui. Et tu utilises encore la technique du oui. Tu peux nous la raconter? Oui. Au début, moi, je ne parlais pas du tout le français. Ouais. Et c'était un moment où tous les gens voulaient parler avec moi. Donc, à la radio de blues, beaucoup de personnes en me parlaient. Et moi, je ne comprenais rien. Alors, j'ai eu un autre élève qui a fait la même expérience avec moi, qui est italien, mais il parle très bien le français. Et il me dit, t'inquiète pas, on dit toujours oui et ça va. Alors j'ai commencé oui, ouais. Mais le problème c'est quand la réponse ce n'est pas oui ou non. Et oui, quand il faut réfléchir un peu et apporter un autre contenu, une réponse. Donc technique du oui, ça peut être très
intéressant pour commencer, mais nous amener des fois dans des situations un peu compromettantes, un peu bizarres, embarrassantes. D'où l'intérêt de bien se préparer à la mobilité internationale. Je vous propose d'en arrêter à cette étape, la question de la mobilité, pourquoi partir. Nous on est là aussi à Angoulême, le Centre d'information jeunesse, pour vous accompagner dans cette démarche de réflexion, de préparation, avec quel outil, quel programme partir, pour quoi faire, comment je pars, avec quel financement, et surtout, au retour, qu'est-ce que j'en fais. J'ai vécu une expérience de 3 semaines, 3 mois, 1 an pour Julia. Et après cette année, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que tu as un projet au retour, Julia? Moi, j'aimerais bien faire, continuer les études ici en France. Ici en France. Pour un master de vie. Après, on verra. Donc, Julia va faire partir de ces personnes qui partent et qui ne reviennent pas. Et parce que très souvent, on peut partir en voyage et ne pas revenir. Merci à tous pour cet accueil. Merci à Esther, Stella pour nous avoir facilité l'accueil. Merci à Stéphane de Radio Attitude pour toute la partie technique, à Nicolas Lemondé pour la partie vidéo, à Julia pour son intervention, témoignage, à toutes les personnes qui ont pris part à la discussion, à l'échange, au débat, à l'établissement Guest de Balzac pour nous avoir accueillis. Merci à tous et bonne fin de journée.